dès que je rencontre quelqu'un, il me dit ce qu'il faisait à mon âge. Là, actuellement, là, t'as quel âge, là? Moi, j'ai toujours 16 ans. Est-ce que tu t'estimes, on va dire, mature? Mais en fait, ça, c'est des questions qui peuvent venir que de quelqu'un d'extérieur. Moi, j'y pense vraiment pas, tu vois. En tout, dans le business, t'as fait à peu près combien? Dans le business, je dois être aux alentours des 5 millions. Si vous avez 1 heure par jour, les gars, et que vous êtes en concurrence avec des dizaines d'autres milliers de personnes dans l'e-com, c'est peut-être pas fait pour vous. En fait, ça me fait penser aux gens qui me disent j'ai 10 heures par jour, j'ai pas d'argent, j'ai pas de compétences, dans quoi je me lance? Mec, tu te lances pas, là, tu trouves un taf. Salut à tous, bienvenue dans le podcast Laquette. L'idée, c'est d'inviter des entrepreneurs inspirants, donc qui puissent partager leur histoire avant même de se lancer dans le business et expliquer leur parcours aussi dans le business qui leur a permis d'atteindre tous ces résultats. Donc là, l'idée d'aujourd'hui, c'est qu'on puisse échanger avec Ethan, qu'on puisse avoir une discussion sur sa vie, sur tout ce qu'il a pu entreprendre et aussi sur son avenir, tout simplement, comment il voit les choses dans l'avenir. Et il va partager différents conseils pour les personnes qui sont de sa génération et même celles au-dessus. Donc voilà, salut Ethan. Salut Jonathan, comment tu vas? Ça va et toi? Très très bien. J'ai hâte de pouvoir parler avec toi. On a beaucoup de choses à se dire. On va essayer de vous divertir tout en apportant un maximum de valeur. Tu as l'air d'avoir beaucoup de questions à me poser, voilà. donc je t'en prie, on est là pour ça. Parfait. Déjà, comment toi tu te présentes? Putain, mais j'ai l'impression que tout le monde a du mal à se présenter. Ouais. Justement, hier, j'ai envoyé un message à Maxime, le gars de Mage, parce que j'aimerais faire un speech sur Mage. Ok. Je vais me présenter de la même manière dont je me suis présenté hier à Maxime. Ce que je lui ai dit, c'est que il y a quelques années, j'ai appris à coder sur YouTube. J'ai développé des logiciels, j'ai créé des sites, j'ai revendu des sites. Ensuite, j'ai monté ma chaîne YouTube. J'ai fait de l'affiliation sur des applications mobiles. J'ai vendu des abonnés aussi. Avec la communauté que j'ai réussi à créer, j'ai vendu des abonnés, j'ai vendu pas mal de choses. Je me souviens, j'avais fait un e-book pour apprendre le Python. C'est le langage de programmation que j'apprends en premier. J'étais devenu fan, je connaissais tout par cœur. Du coup, j'avais créé genre une mini formation. Je vendais ça 10 € parce que c'était une audience assez jeune. C'était des gens qui rencontraient les mêmes problèmes que moi. Tu vois, je faisais des vidéos, comment avoir une carte bleue en étant mineur. Et en fait, c'est des problèmes auxquels on pense pas, mais quand on est mineur, on peut pas avoir de compte bancaire, on peut pas avoir de société, on peut pas avoir un compte sur n'importe quel exchange. PayPal, si t'es ban à vie, l'argent il disparaît. T'as énormément de problèmes auxquels on pense pas. Donc j'avais une communauté de 10-18 ans. Après la chaîne YouTube, j'ai fait pas mal d'autres choses. Je saurais pas tout lister, mais j'ai fait le projet NFT, j'ai fait pas mal d'autres trucs. Il y a aussi eu des phases où j'ai pas vraiment fait d'argent, où je me suis vraiment formé. Surtout quand ma chaîne YouTube elle a été bannie. J'avais montré comment avoir Photoshop gratuitement. Et puis de fil en aiguille, j'ai testé beaucoup de choses. J'ai commencé sur eBay, moi, le dropshipping. Ok. Il y a eu 3 phases e-com. Il y a eu la première phase, c'est la phase eBay. La deuxième phase, c'est la phase un peu dropshipping. Je savais pas trop ce que je faisais. Et la dernière phase, c'est là où j'ai fait des chiffres pas trop mal. Donc la première phase, en fait, c'est parce que je voulais monter mon ordi. Donc je me suis passionné par les composants. Parce que si tu montais ton ordinateur toi-même en achetant uniquement les composants, ça te revenait beaucoup moins cher. Donc je me suis passionné par les composants. J'ai commencé à comparer les différents sites. Et j'ai réussi à trouver un site sur lequel c'était 20-30% moins cher que les sites en France. Donc je me suis dit que j'allais acheter les composants là-bas et puis les vendre sur Le Bon Coin parce que je savais pas où d'autres je pouvais les vendre. Donc c'est ce que j'ai fait. Sur Le Bon Coin, j'ai pas réussi à en vendre. Donc, je me suis penché vers eBay. Et là, par contre, ça a marché plutôt bien. J'ai vendu quelques boîtiers, quelques composants. Après, je me suis dit que je pouvais en fait mettre des manettes de PS4, des écouteurs sans fil. Et j'ai vendu pas mal de manettes de PS4. Franchement, j'ai fait quelques milliers d'euros avec ça. Je recevais tout sur PayPal. J'avais pas de compte bancaire. PayPal, ils m'ont bloqué. Ils ont pris tout l'argent. J'ai dû rembourser tout le monde. Parce que moi, j'avais plus d'argent parce que j'avais que PayPal, tu vois. J'avais pas de l'argent par-ci, par-là. C'était uniquement sur PayPal. PayPal qui était pas à mon nom. Et même si je mettais mon nom, ça changeait rien parce que je serais quand même bloqué. Donc, en fait, ça m'a vraiment montré que c'était possible de faire de l'argent. Après, j'ai eu ma chaîne YouTube. J'ai vendu des sites. Parce que du coup, j'ai quand même réussi à monter mon ordinateur. Donc, j'ai eu mon ordinateur. J'ai appris à coder. J'ai fait ma chaîne YouTube. J'ai vendu des sites. J'ai fait le projet NFT. Après ça, je me suis lancé dans l'e-com. Je trouvais ça cool. Et puis surtout, je m'étais rendu compte que ce que j'avais fait sur eBay, en fait, c'était du dropshipping. Et vraiment, je suis tombé là-dessus par hasard. Là, j'ai lancé pas mal de produits. Ensuite, j'ai lancé le projecteur Galaxy. J'ai fait 15-20K de chiffre d'affaires. Je renouvelais pas mes ads. D'ailleurs, j'ai fait ça sur TikTok. Je supprimais pas tous les commentaires négatifs que j'avais. Je faisais rien pour pouvoir scaler ça. Donc, ça s'est très vite arrêté. Puis ensuite, il y a eu énormément de concurrence sur ce produit-là. Enfin, je sais pas pourquoi, mais tous les gens qui se lancent veulent lancer soit un diffuseur d'ustensiles, soit un mini projecteur, soit un projecteur Galaxy. C'est genre le starter pack du débutant e-com. Donc après ça, j'ai arrêté, j'ai fait quelques autres trucs, et puis par la suite, j'ai fini par me relancer sérieusement dans l'e-com, là où j'ai fait un peu plus d'argent. Et donc aujourd'hui, tu te définis comment en fait, après avoir fait tout ça? Pour répondre à tes questions, j'aime pas trop me définir comme un mec de l'e-com, parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai rencontré tellement de gens qui font de l'e-com, et ils sont pas spécialement smart, et ils font que de l'e-com, et la plupart, c'est un peu border ce qu'ils font, soit c'est vraiment du dropshipping pur avec des produits pas ouf. Et puis même de manière générale, les gens ils voient l'e-com comme quelque chose de facile à faire. Et aujourd'hui, il y a tellement de coachs e-com, des gens qui créent du contenu sur l'e-com que je m'en fous un peu du regard des autres, mais ça me fait chier qu'on me voit comme ça alors que j'ai développé mon SaaS. On a atteint 80K de MRR en
en 6 mois, et puis qu'aujourd'hui, je monte une autre plateforme. C'est quoi le nom du SaaS? C'est Product.ly. Ok. Je monte des SaaS, des plateformes, je code, je suis beaucoup dans le Web3 aussi. Ouais, donc tu te mets vraiment pas dans une case. Pour toi, voilà, t'es vraiment un entrepreneur de manière globale, quoi. T'es pas ni commerçant ou. Ouais, mais c'est surtout parce que dans le passé, j'ai fait pas mal de choses, coder des sites, ensuite j'ai vendu des abonnés, j'ai commencé à travailler avec des artistes, je faisais tout ce qui était écoute Spotify. Chez moi, j'avais genre une pile de téléphones avec des NordVPN dessus pour pas que Spotify me détecte, et j'écoutais en boucle comme ça les musiques des artistes qui me payaient, et du coup, j'ai commencé à faire mes propres musiques. Je chantais pas, c'était des instrus libres de droit que je prenais sur YouTube et que je mettais sur Spotify. Ensuite, je les écoutais avec mes propres téléphones. Et donc, pareil, avec ça, j'ai réussi à faire un peu d'argent. Enfin, au début, vraiment, je voulais juste faire un peu d'argent, quelques dizaines, quelques centaines d'euros. Donc, c'était vraiment des méthodes, genre des petits glitches, tu vois. Oui. Je sais pas, mon temps d'attention, il a toujours été méga court. Et tu vois, pendant 2 mois, je faisais du code. Ensuite, je lançais un projet pendant 1 semaine, je le faisais. Ensuite, ça me saoulait, je lançais un autre truc pendant 1 mois. C'est sûr que je vais pas monter une startup, je vais pas monter une licorne comme ça. Parce que même si tu mets ton énergie, si t'es pas drivé, si tu t'en fous un peu, bah, tu vas pas aller loin. Je sais même pas si je suis, si un peu entrepreneur, mais je fais des trucs pour le fun. C'est pas vraiment entrepreneur, quoi. Juste, je découvre les trucs de la vie. Je fais des trucs qui me plaisent, quoi. Là, actuellement, là, t'as quel âge, là? Parce que là, faut qu'on revienne un petit peu sur ton histoire et ta vie. Moi, j'ai toujours 16 ans. Mais tu sais que cette question, on me la pose tout le temps, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est parce que le temps passe plus vite pour les personnes plus âgées. Ça, c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Mais en fait, c'est surtout parce que les gens réalisent pas que le podcast que j'ai fait avec Alec, qui a bien marché, en fait, je venais d'avoir 16 ans. Pour moi, quand je suis arrivé à Dubaï, j'avais 15 ans. D'ailleurs, je vis pas à Dubaï, mais quand je suis venu ici pour la première fois, j'avais 15 ans. Et là, j'ai toujours 16 ans. Et j'ai 17 ans dans 6 mois, un truc comme ça. Donc, ouais, c'est long, quoi. Il y en a beaucoup qui trouvent ça cool, mais quand on peut pas avoir de compte bancaire, de carte bancaire, de société à son nom, de visa, c'est moins marrant. Après, j'y pense pas trop, quoi, dans la vie de tous les jours. Et donc, où est-ce que tu es né? Je sais que tu viens du Royaume-Uni, hein, si c'est ça. Les informations sont bonnes. Des informations, qui t'a donné les informations. Ouais, c'est toi. Je suis né à Londres. Je suis resté 3 ans à Londres. Mon père était le cuisinier du duc de Beaufort. Et j'ai fait un réel avec Loïc Bourget où je dis que mon père était le cuisinier du duc de Beaufort et que le duc, il avait une fortune de 300 millions et que donc l'environnement dans lequel j'étais était vachement stylé, même si j'avais 2-3 ans et je comprenais pas grand-chose. C'était stylé de vivre à côté d'un château. Donc ouais, j'étais à badminton de mes 3 à mes 7 ans. Ensuite, mes parents sont séparés. Je suis grandi en France. J'ai eu une enfance plus ou moins normale. De mes 7 à mes 10 ans, je savais pas trop ce qui se passait. J'étais pas vraiment conscient, quoi. J'étais un enfant lambda. Et puis, dès que j'ai commencé à réfléchir un peu, vers mes 11-12 ans, il y a eu le confinement. Je me suis vraiment enfermé dans ma chambre, joué à Fortnite. Puis j'ai appris à coder un peu. J'étais devant mon ordi toute la journée. Enfin, au début devant ma PS4, puis ensuite devant mon ordi. Et c'est vrai que ça, c'est un truc dont je parle pas. Mais je crois que c'était pendant juin 2020. Vraiment, ça date, j'étais très très jeune. TikTok, ils avaient fait un programme d'affiliation où quand t'invitais quelqu'un qui était jamais venu sur TikTok, tu gagnais 5 €. Et ils te l'envoyaient sur PayPal. C'était vraiment 5 €, quoi, juste pour un inscrit. Je sais pas combien ils avaient dépensé pour ça, mais vraiment, ils ont dû dépenser beaucoup d'argent. Et en fait, moi, ce que je faisais, parce que je faisais des live Fortnite sur ma PS4, je disais aux gens, bah écoutez, vous vous inscrivez sur TikTok avec mon code via votre téléphone, le téléphone de votre mère, de votre père, votre tablette qui traîne, je sais pas trop où. Vous allez voir votre grand-mère, vous lui demandez aussi. Et moi, je vous offre un skin Fortnite. Une inscription via mon lien, tu gagnes, je sais pas, une danse à la con. 2, tu gagnes un skin à 800 V-Bucks. 3, tu gagnais, je sais pas trop quoi. C'est quoi un skin Fortnite? Moi, j'ai pas joué à Fortnite. Bah, c'est genre un personnage, quoi. Genre, t'as ton personnage qui court et juste, il a plus la même apparence. Genre, il a différents habits, différentes couleurs de peau. Et justement, grâce à ça, en faisant des cadeaux Fortnite aux gens, j'avais réussi à faire, je crois, 500 €. Après, je m'y suis pris vachement tard. Au début, je trouvais ça nul. Moi, j'aimais pas trop TikTok. Enfin, parce qu'à l'époque, c'était vraiment les filles qui dansaient. Donc, moi, ça me plaisait pas trop. Et vraiment, quelques jours avant la fin du truc d'affiliation, je me suis dit, mais en fait, putain, il y a de l'argent à se faire, là. Et du coup, ça m'a aussi permis de monter mon ordi. Après, ma mère, elle m'avait donné un peu d'argent, mon père aussi. Et puis, bah, j'ai réussi à monter mon ordi comme ça. Ok. Quand j'étais en Angleterre, bah, j'y pensais pas, j'avais 5 ans. Et quand j'étais en France, je me disais, mais ma vie, elle est horrible. J'étais pas méga heureux dans le Nord. Il fait pas super beau. C'était assez spécial. Et je pensais vraiment que je partais de zéro. Et c'est vrai que maintenant, quand je dis j'étais en Angleterre et le duc, blablabla, les gens ils disent, mais en fait, pas du tout, mec. T'es parti d'un avantage de ouf. Et en fait, j'ai aucune idée, mec. Parce que de mon point de vue, je sais pas si mon environnement était favorable ou pas. J'en ai aucune idée. J'ai eu beaucoup de débats par rapport à ça parce que j'en parlais avec ma copine hier et je crois qu'il y a beaucoup plus de génétique que ce qu'on pense. Parce qu'on parle beaucoup de l'environnement, tout ça. Mais par exemple, ma mère, elle a toujours voulu que je continue l'école, que je passe mon bac et elle comprenait pas trop les trucs de business au début. Et je me rappelle une fois où je faisais pas d'argent et qu'il y avait ses copines à la maison
et que je leur disais que je voulais arrêter l'école, j'avais 13-14 ans, et je leur disais, mais moi, j'ai 15 sources de revenus. Je leur dis, j'ai les ads YouTube, je vends des abonnés, enfin si je devais faire un peu d'argent quand même, genre quelques centaines d'euros. Ensuite, j'ai ma plateforme, on bipera le nom. J'avais énormément de choses qui me permettaient de gagner quelques dizaines d'euros, quelques euros. Même quand j'étais jeune, je confrontais ma mère et je voulais vraiment arrêter l'école. Et même si il y a des moments où on a essayé de me mettre dans une case, j'ai toujours essayé de me sortir de là et de faire les trucs par moi-même et de comprendre comment les choses y marchent. Et les gens qui disent c'est l'environnement qui a créé ta personnalité et qui t'a rendu comme ça. Bah, peut-être pour certaines personnes, mais moi, j'ai pas vraiment l'impression. Ça me fait penser à un autre sujet, mais j'ai l'impression des fois de pas me connaître bien ou assez. Et en fait, j'ai une théorie par rapport à ça, c'est que les gens lambda, enfin la majorité des gens, je sais pas ce que ça veut dire les gens lambda, mais disons la majorité des gens, jusqu'à leurs 20 ans peut-être, ils vont aller à l'école, on va leur dire ça, les parents ils vont leur dire ça, ils vont avoir leurs potes. Et du coup, à 20 ans, tu vois, ils ont tout à découvrir de eux. En vrai, j'ai l'impression qu'il y a très peu de gens qui se remettent en question et qui s'intéressent à la psychologie et au comportement et tout ça. Et du coup, ma théorie, c'est que voilà, quand t'as 20 ans, une vie un peu lambda, t'as tout à découvrir de toi. Et moi, je me dis, comme j'ai commencé assez jeune, 11-12 ans, enfin, toutes les caractéristiques que j'ai, c'est moi qui les ai mis dans ma personnalité. Et donc, ta plus grande qualité, ça serait quoi, l'apprentissage alors? T'apprends vite pour toi? Je pense que j'apprends vite. Enfin, honnêtement, je sais pas trop. Sur ces sujets-là, je suis vraiment perdu. Et ma copine, elle me parle beaucoup de ce genre de trucs. Et souvent, j'essaie d'esquiver la conversation parce que ma plus grande qualité, j'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. Ma copine, elle est pas du tout fan des chiffres, des maths. Elle, c'est plus le côté émotionnel. Elle serait super bon à ce qu'elle fait. Elle fait beaucoup d'écriture et des projets dans la psychologie, le dev perso, les affirmations. Elle peut faire beaucoup d'argent là-dedans. Et moi, je pense que je serais très mauvais là-dedans et je ferais jamais d'argent là-dedans et ça me passionne pas. Et il y a d'autres sujets qui me passionnent et je pense que je peux faire de l'argent là-dedans et des beaux projets et là où je peux apporter de la valeur. Donc même si les gens qui regardent la vidéo, ils ont testé l'e-com, mais en fait ils n'arrivent pas à faire un Bify et leur ads elles marchent pas, c'est peut-être pas fait pour vous et c'est pas très grave et c'est pas parce que vous voyez l'e-com partout sur internet que vous devez faire ça. Et franchement, ça se trouve, vous allez faire de l'import-export de plantes. J'en ai aucune idée, tu vois. Mais ça se trouve, vous allez kiffer les plantes et kiffer comment ça grandit et comment ça se développe et comment les fruits poussent. Et en fait, vous allez tellement être passionné par ça que vous allez commencer à vous intéresser à vraiment la science et créer vos propres fruits avec vos propres formes et créer une start-up là-dedans. Et en fait, j'en sais rien. Mais ouais, ce que tu dis, en vrai, c'est intéressant parce que tu dis, en gros, faut pas se lancer dans un business comme ça parce qu'il y a un YouTuber qui dit lance-toi, mais plus mes compétences, mes caractéristiques et voir en fonction. Et comment on apprend à connaître justement ses compétences et caractéristiques? Bah, c'est une très bonne question parce que j'ai aucune idée comment faire parce que j'y arrive même pas sur moi-même. En vrai, tester beaucoup de trucs. Ça, je le dis à chaque fois. Ça devient même répétitif et chiant. Tu dis que je dis qu'il faut pas suivre un YouTuber et lancer un business parce que le YouTuber a dit qu'il faut se lancer là-dedans et il y a une promo sur sa formation. Mais moi, j'ai suivi un peu ce genre de trucs pendant un moment. Moi, si je me suis lancé dans l'e-com, c'est vraiment parce qu'on parlait beaucoup de ça sur Internet. Mais avant ça, j'ai testé beaucoup de trucs. Ouais. Franchement, j'ai fait du design. Je faisais mes miniatures pour ma chaîne YouTube. Je faisais des logos. En fait, j'avais regardé une série qui s'appelait How to Sell Drugs Online sur Netflix. Et en fait, c'était un gars qui était dans sa chambre avec son pote un peu gros. Et en gros, il faisait un site où il vendait de la drogue sur le dark web. Et moi, je trouvais ça tellement stylé de mettre sa capuche, d'avoir son setup avec les néons et de coder toute la nuit, tu vois. Et du coup, il y a des vendredis soirs, à 21h, je mettais ma capuche et je me suis dit, toute la nuit, je vais coder ça. Et demain, ça va être prêt et on va faire plein d'argent. Et au bout de 30 minutes, j'arrête le truc, tu vois. Et j'avais vraiment du mal à terminer mes projets. Et en fait, j'ai lancé tellement de trucs pendant cette période-là que j'ai oublié. Et c'est parce que c'est pas intéressant. Tu vois, tous les jours, je codais un truc, quoi. Je regardais une vidéo. Pendant un moment, j'ai essayé de faire un réseau social qui s'appelait Prisca. Je l'ai jamais fini. J'avais pris le template d'un site que j'avais trouvé sur YouTube. Je trouvais stylé avec des néons, des trucs. Et puis, pendant 3 semaines, j'ai fait ça. Je me souviens, j'avais une story privée Snap qui s'appelait Prisca. J'étais là, ouais, les gars, là, on est en train de développer cette partie-là. J'ai fait le login, j'ai fait la database. Regardez, je montrais le code et tout. Pendant 3 semaines, j'ai fait ça. J'ai testé beaucoup de trucs, quoi. Et puis, j'ai toujours aimé coder, créer des plateformes. Et donc, quand mon associé Germain m'a proposé de faire Product.ly, je lui ai dit, let's go. Moi, ça me fait kiffer. Faudrait qu'on parle un petit peu de ton âge. Est-ce que tu t'estimes, on va dire, mature dans la vie en général? Mais en fait, ça, c'est des questions qui peuvent venir que de quelqu'un d'extérieur parce que moi, j'y pense vraiment pas, tu vois. Ok. Dès que je rencontre quelqu'un, il me dit ce qu'il faisait à mon âge.
ah, moi, je jouais à ça, moi, je faisais les cartes Pokémon. Et moi, je vis ma vie comme quelqu'un de normal et je pense pas que j'ai 16 ans, tu vois. Mais quand j'y pense, bah, apparemment, c'est cool. Parce que je me sens en avance ou quoi. Bah, ce que je vois, c'est que mon entourage, enfin, ma copine, elle a 6 ans de plus que moi. Elle a 22 ans. On s'entend très bien. La plupart de mes potes, ils ont 20, 25, 30, voire plus. Franchement, j'ai rien de spécial à dire par rapport à ça. Hein. Mais t'as des amis de 16 ans ou pas? J'ai un très bon ami qui s'appelle Bastien, je lui fais un bisou, qui a mon âge. Et c'est la seule personne de mon âge qui est proche de moi. Ok. Lui est dans le business ou pas, non? Il essaye. Enfin, là, au cours des derniers mois, je l'ai pas mal motivé. Il a commencé à faire un peu d'argent. Lui, il est dans le resell Vinted. Je sais pas où est-ce que ça va aller, ce que ça va donner. En tout cas, il essaye des trucs et puis je l'encourage à juste faire, quoi. Si pendant 6 mois, tu sais pas, bah, c'est pas grave, tu regardes des vidéos YouTube, t'apprends des trucs. Enfin, moi, de toute façon, j'ai tout appris sur YouTube. Et ouais, c'est pas grave, franchement, si vous savez pas ce que vous devez faire, apprenez des trucs. Et en fait, ça me fait penser aux gens qui me disent écoute, Ethan, pas d'argent. J'ai que du temps. J'ai 10 heures par jour, j'ai pas d'argent, j'ai pas de compétences, mais j'ai juste du temps. Dans quoi je me lance? Mec, tu te lances pas, là, tu trouves un taf. Et je dis pas ça pour être méchant, hein. Mais mec, en fait, dis-toi, si tu te lances dans un business où il y a pas de barrière à l'entrée, bah, t'apportes pas de valeur spécifique. T'es comme les autres, en fait. Donc, si vous avez que du temps, pas d'argent et pas de compétences en particulier, bah, essayez au moins d'avoir soit de l'argent, soit des compétences, quoi. Donc, soit vous formez, mec, tu sais qu'il y a des Indiens sur un tableau avec une craie, ils t'apprennent à coder un truc méga complexe et ils font des vidéos YouTube de 10 heures et ils prennent pas de pause. Et vraiment, je crois que le code, le développement, c'est un des seuls domaines où tu peux tout apprendre méga facilement. Non, parce que c'est chiant de regarder un Indien pendant 10 heures. En plus, c'est compliqué de comprendre l'accent. Mais tu as vraiment tout qui est gratuit, tu as tout à disposition. Donc, ouais, soit il faut développer tes skills, soit tu trouves un taf, tu te lances avec de l'argent et le temps, bah, ça n'a pas beaucoup de valeur. Hein. J'allais dire, c'est pour ça que la plupart des gens, ils travaillent pour 10, 15, 20 euros de l'heure. Je sais pas si les gens vont l'interpréter de manière négative, et même, je suis sûr, moi, quand je vais me regarder, je vais faire putain, je suis vraiment un connard. Mais j'ai pas tort, en vrai. Ouais, ça n'a pas de valeur si t'as pas des compétences haut level, comme tu dis. Quand t'es au McDo, tu gagnes, je sais pas, 10, 15 euros de l'heure. Enfin, tout le monde peut le faire, quoi. Et ok, c'est dur, et ok, ça va peut-être toucher ton ego que je dise que c'est un peu nul, mais c'est la réalité, quoi. Je suis sûr, quand je vais me regarder, je vais m'insulter. Non, faut dire les choses comme elles sont. Et pour toi, c'est quoi les compétences les plus importantes? Mec, je sais pas. Parce que les gens sont tous différents. Ça se trouve, je vais les envoyer dans la mauvaise direction. Je leur dis apprenez à coder, alors qu'en fait, ils seront bons dans le développement de plantes synthétiques. Donc, j'en ai aucune idée. Franchement, je vais le répéter, hein, c'est nul, mais juste regardez plein de trucs. Hein. Intéressez-vous à plein de trucs. Et en plus, aujourd'hui, avec ChatGPT, vous pouvez lui dire écoute, j'ai envie d'apprendre des trucs qui ont rien à voir. J'ai pas envie que tu me donnes une liste de 5 business à lancer que je vois partout sur Internet. Parle-moi de développement de plantes synthétiques, de la physique quantique, de trucs méga qui ont rien à voir. Et vous lui posez 10 fois la question. Il vous fait une liste de 100 trucs qui ont absolument rien à voir. Et ça se trouve, il y a un truc où vous allez faire oh, stylé. Et vous allez devenir fan de ça. Je sais pas. Ok. Et je voulais savoir, qu'est-ce que pense ta famille et tes amis par rapport à ce que tu fais, tout ce que tu fais? Mes amis, avant de venir à Dubaï, j'en avais pas beaucoup. J'avais mon pote Bastien qui trouvait ça stylé et je l'ai beaucoup motivé. Ma famille, franchement, ils ont l'air contents. Hein. Enfin, en fait, c'est vraiment d'un point de vue extérieur. Quand tu me connais pas, quand tu m'as jamais vu, j'ai l'impression que les gens de manière générale, ils font waouh, il a 16 ans, super cool ce qu'il fait, top. C'est bien, il a commencé jeune. Mais ma famille. Tu vois, j'ai dû leur convaincre que ça marchait, qu'on pouvait faire un peu d'argent. Ils m'ont vu toute la journée dans ma chambre, coder des trucs, tester. J'ai perdu de l'argent. Je suis allé pleurer dans les bras de ma mère quand j'ai perdu tout l'argent de mon NFT. Ensuite, quand j'ai fait un peu d'argent, elle m'a vu être content. Enfin, franchement, elle a vu tout le parcours. Donc, c'est logique que j'en suis là aujourd'hui comme elle a tout vu. Je trouve ça cool. Elle est juste pas très contente que je sois pas à la maison. Mais c'est pour ça que j'y retourne. Là, je rentre en France, je vais m'enfermer chez ma mère pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et je vais bosser sur mes nouveaux business. Et je voulais savoir aussi, c'est quoi ton avis par rapport à cette génération? Est-ce que tu penses que les gens, ils sont endormis Je vois beaucoup de vidéos de jeunes, genre de 13-14 ans, 10K a month as an agency owner. Ça me fume de rire. En vrai, on peut pas leur dire d'arrêter, tu vois. On peut pas dire aux gens, c'est nul, arrête. Ça se trouve, le mec, il est vraiment fait pour ça. Et c'est pour ça, même si aujourd'hui, je pense qu'il y a trop de gens qui se lancent en e-com et qui devraient pas, il y en a, ils sont bons là-dedans et faudrait qu'ils se lancent. Je pense qu'il faut pas décourager les gens. C'est bien qu'ils fassent des choses. Après, c'est quand même triste de voir des enfants de 13 ans vouloir arrêter l'école et ils arrivent à peine à lire et ils veulent lancer leur business. Et je sais pas trop quoi en penser. Je pense que l'éducation, c'est méga important et que je sais pas trop quoi en penser. Mais je comprends pas pourquoi ils sont autant matrixés par l'argent. Peut-être parce qu'ils viennent de familles plus ou moins pauvres. L'éducation, c'est méga important et que
de manière générale, tout le monde devrait apprendre beaucoup de choses et pourquoi pas connaître l'histoire de son pays et être bon dans plein de domaines. Enfin, l'école, c'est pas si mal en fait. Enfin, c'est pas si mal. L'éducation, c'est pas si mal. Les sujets qu'on apprend à l'école sont pas si mal, mais la manière dont c'est fait, et même les notes et l'environnement dans lequel t'es, c'est quand même horrible, je trouve. Je sais pas trop quoi en penser. Franchement, de toute façon, que je dise que c'est bien, pas bien, qu'il faudrait faire ça, tu sais, ils vont pas regarder le podcast, tout le monde s'en fout. Si on revient maintenant sur toute la partie business, Ouais. etc. En e-com, donc tu as fait plusieurs millions. En tout, dans le business, tu as fait à peu près combien? Dans le business, ouais. Quand j'avais fait le podcast d'Alec, j'avais compté, j'étais à 4,5 millions de chiffre d'affaires. Ok. On dit bien de chiffre d'affaires. Bah là, j'ai refait un peu, surtout avec Productly. Je pense que je dois être aux alentours des 5 millions, quoi. En e-com, j'avais vraiment des très petites marges. Hein. Okay. C'est pour ça aussi que j'ai plus beaucoup de shops. Enfin, j'ai même arrêté la plupart de mes shops parce que ma situation, elle fait que je peux pas ouvrir une boîte où je veux et que niveau impôt, j'ai dû être carré et que il me restait pas beaucoup du tout. Et si on vient maintenant dans le domaine e-commerce, c'est quoi aujourd'hui tes conseils pour démarrer l'e-commerce? Faut un peu voir ça comme le closing. À chaque fois que t'as un non, t'es plus proche du oui. Statistiquement, même si t'es nul, ça se trouve, sur les 1000, ça se trouve, il y en a 1 sur 1000 qui va être OK pour prendre ton site si tu vends des sites en closing. C'est très très peu, mais t'en as forcément un qui va avoir une situation méga spécifique où il aura vraiment besoin de ton site. Vous avez besoin de feedback. Ouais. Vous avez besoin de voir ce qui va pas, de comprendre ce qui se passe. Il y en a beaucoup qui lancent des testings et ils comprennent même pas les KPI. Coût par clic. Ah, il est de 16 centimes. Ah, lui, c'est 14. Donc, c'est mieux. Parce que c'est moins cher. Bah non. Parce que peut-être que l'autre qui est à 16 centimes, son taux de conversion, il est 2 fois plus élevé. Vous notez, surtout quand c'est les premiers shops, vous allez forcément noter une dizaine de choses à améliorer. Toujours vouloir faire mieux, quoi. Il n'y a pas de... On me demande souvent, c'est quoi un bon click-through rate? Ça dépend de ta niche, ça dépend de ton produit, ça dépend de tes marges, ça dépend de tout. J'ai pas de tranche à te donner. Et même si c'est très bien, après avoir pris en compte tous les paramètres, si tu es dans l'optique de faire constamment mieux, au lieu de te dire c'est bien, ça tourne, tu vas te dire peut-être en fait je peux tester ce prix-là, au lieu de ce prix-là, cette offre, changer la disposition de la page d'accueil. Peut-être que ça marchera moins bien, mais peut-être que ça marchera bien aussi. C'est pas grave si vous êtes un peu lent, vous pouvez prendre une semaine après votre... Enfin, vous n'êtes pas obligé de relancer des produits tout de suite, mais il faut que vous sachiez ce qui va pas. Justement, par rapport à ça, c'est pas on cherche un produit gagnant. Moi, je trouve ça un peu débile. Vous cherchez pas un produit gagnant. Vous cherchez un produit que vous êtes capable de vendre. Parce que ça, les gars, il y a très peu d'entre vous qui vont dire que c'est un produit gagnant. Et je vais le mettre là. Et pourtant, c'en est un. Parce que, c'est de l'eau. Ça se vend. Tout le monde boit de l'eau. À Dubaï, tout le monde a des bouteilles comme ça. Donc, il y a un énorme marché pour les bouteilles d'eau. Et pourtant, il y a très peu d'entre vous qui vont penser que c'est un produit gagnant parce que vous avez des critères, parce que vous n'êtes pas capable de vendre une bouteille d'eau, ça se vend pas forcément en ligne. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les produits se vendent, en fait. D'accord. Donc, en fait, il faut pas chercher un produit qui a une super tendance sur Google Trends ou je sais pas quel truc vous regardez. Un produit que vous êtes capable de vendre, vous comprenez la target, vous arrivez à faire une bonne page de vente, faites des bonnes créatives. Il y a toujours la partie créative, donc le marketing, tout ça qu'il faut maîtriser. Et il y a des gens, vraiment, ils ont lancé des produits... je sais pas si t'as déjà entendu l'histoire du mec qui vendait des cailloux de compagnie. Mec, on m'en avait parlé à l'école de ça, en art plastique. Je crois que c'était sur le Amazon chinois, ou c'était un chinois qui vendait sur Amazon. Je sais plus exactement ce que c'était l'histoire, mais il y a des gens, ils vendent des pierres. J'ai lancé un podcast avec Alexis Mouli, et il nous racontait durant le dernier épisode que, en gros, il y a un mec qui vendait des petites statuettes Bouddha. Et en gros, quand t'arrivais sur le site, tu mettais genre une photo d'une gonzesse. Ouais, sa mère, elle est morte. Elle s'est fait violer. Elle a perdu tout son... Des trucs horribles. Et après, depuis qu'elle a acheté le petit truc Bouddha, elle a gagné au loto. Sa vie, elle est incroyable. Tous les jours, elle se réveille avec un grand sourire. Et après, t'as une VSL, un mec de 15 minutes qui explique comment le Bouddha a changé sa vie, comment c'est incroyable. Et putain, c'est pas un produit gagnant d'après les critères qu'on voit un peu partout sur YouTube. Mais c'est vraiment la manière dont on vend les choses. Après, bon, le Bouddha, c'est limite. Hein. C'est limite. C'est limite. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est que tout se vend. Il faut être original. Tout le monde suit les vidéos classiques sur YouTube et les vidéos YouTube, elles font des dizaines, des centaines de milliers de vues, quoi. Et ok, donc, t'expliques sur la partie produit, il n'y a pas de produit gagnant en particulier, c'est la manière dont on l'amène. Maintenant, sur la partie création de site, est-ce que tu veux avoir un développeur, par exemple? Comment ça se passe un petit peu genre? C'est toujours mieux de faire les choses différemment que les autres. Donc, avoir un développeur et faire un truc pro personnalisé. En fait, les gens, ils se rendent pas compte que les thèmes gratuits sur Shopify, les gens, ils les connaissent, quoi. Franchement, ma mère qui clique sur toutes les pubs Facebook, elle reconnaît si c'est un site Shopify ou pas. Il faut vraiment que c'est une apparence différente. Franchement, tu as énormément de thèmes Shopify. Je pense que je suis sûr, tu peux demander à ChatGPT ou si tu recherches sur Google,
Je suis sûr qu'il y a des sites qui listent des centaines de thèmes Shopify. J'imagine bien la gueule du site avec le nom du thème et puis en dessous une photo. Genre, je suis sûr qu'il y a des sites comme ça qui listent des centaines de thèmes. Après, le mieux, c'est quand même de créer son site soi-même. Hein. Et puis après, évidemment, quand on a sa marque, quand on scale, améliorer tout ça, prendre un développeur, peut-être créer son propre thème, j'en sais rien. Après, ça dépend si vous faites vraiment que du dropshipping, vous testez plein de produits ou vraiment vous avez genre un projet de marque, vous avez directement fait du stock. Ça dépend de beaucoup de choses, mais il faut vraiment que ça soit professionnel. Donc, si je comprends bien, c'est se différencier, essayer d'éviter les thèmes gratuits, trouver des thèmes payants peut-être. Après, vous pouvez prendre des thèmes gratuits, mais pas dans la boutique Shopify, quoi. Ça convertira forcément moins. Maintenant, sur la partie marketing, parce que comme tu dis, tous les produits se vendent, mais le plus important, c'est comment on amène le produit, comment on le présente. Maintenant, comment on travaille sur ça, comment on développe tout ça? Explique-moi. Vous pouvez utiliser Productly, le logiciel que j'ai développé, pour vous expliquer rapidement ce que ça fait. En gros, on génère tout le marketing textuel pour les e-commerçants grâce à l'IA. Pour le moment, c'est assez simple. Vous trouvez votre produit sur Amazon, vous mettez le lien dans Productly, et ensuite, nous, on va récupérer les avis Amazon, le texte sur Amazon, les photos, tout le contenu qu'on peut trouver par rapport à ce produit-là. On va mettre ça dans notre IA. Donc, on a utilisé un modèle GPT qu'on a entraîné avec notre propre data. On a beaucoup travaillé là-dessus. Ça nous a pris des mois et des mois. Mais là, aujourd'hui, le truc est vraiment performant. On envoie ça à notre IA et ça nous sort l'email marketing, les angles marketing, les objections à l'achat, les potentielles améliorations de produits, la description de produit, une description que vous pouvez mettre sur votre landing, enfin sur la page d'accueil de votre site, les réponses pour le SAV, enfin c'est des réponses par défaut, donc j'ai pas reçu mon colis, des trucs à la con comme ça. Script influenceur aussi, j'ai vu. Les scripts influenceurs, les avis qui sont pris sur Amazon. On prend uniquement les avis 4 et 5 étoiles qui sont mis dans un fichier CSV que vous pouvez mettre dans Loox. On commence à faire des intégrations. On va beaucoup améliorer ça, on va développer une app Shopify. À l'heure où je vous parle, il y a 10 devs qui sont en train de coder et on est en train de développer beaucoup de fonctionnalités. Là, pour le moment, c'est que des trucs par défaut. Si ça vous plaît pas, faut modifier, quoi. Mais on va aussi développer beaucoup une partie create from scratch. Donc, en gros, créer son email de rien, quoi. Où vous pourrez vraiment tout sélectionner. Et puis, il y a l'IA qui vous guide et ça va vraiment être un outil email marketing, marketing textuel de manière générale. Donc, aujourd'hui, on a un abonnement à 20 €, 30, 60. Pour le moment, c'est que des produits depuis Amazon. Ça, on va le changer également. Après, bon, c'est pas spécialement un problème comme la plupart des produits sont sur Amazon. Ouais, ça marche super bien. Ça prend quelques secondes. Donc, vraiment, vous allez sur l'outil. Hop, on a un essai gratuit de toute manière. Vous mettez le produit depuis Amazon. Et puis, en quelques secondes, vous pouvez commencer à voir le texte. Si ça vous plaît pas, il y a un bouton régénérer. Et puis, vous pouvez aussi mettre 2-3 inputs afin de axer vers un angle marketing ou un autre. Donc, franchement, c'est top. Donc, un débutant vraiment, parce que le copywriting, le marketing et tout, c'est super important. Bah, c'est ce qui fait vendre au final. Donc, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui n'a pas de compétences. Avec ça, il peut quand même s'en sortir. Mais c'est surtout parce que je trouve que la partie importante, c'est la partie angle marketing. Parce que c'est très compliqué de savoir. Je trouve que ça vient même pas avec l'expérience. Je pense que ça, c'est quand. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est très compliqué de savoir quel angle marketing mettre en avant sans connaître l'audience. Et même si vous avez de l'expérience, vous connaissez pas toutes les audiences quand même, quoi. Bien sûr. Et en fait, avec la partie angle marketing, ça va vraiment analyser les commentaires Amazon, les commentaires négatifs et positifs, les commentaires d'autres sites, le texte. L'IA va aussi utiliser de son knowledge pour vraiment te donner une liste d'arguments marketing. Et ça te donne même après le pourcentage de récurrence. Par exemple, j'en sais rien, tu vends un truc pour masser le dos. Pour les gens qui ont des problèmes de dos, ça va te donner l'angle marketing numéro 1, douleur au dos. Ça va marquer genre 83% de récurrence. Parce que dans 83% des avis clients, les gens sont contents parce que de base, ils ont des douleurs au dos. Ensuite, tu vas peut-être avoir 54, parce que t'en as qui mentionnent 2 angles marketing. 54% des gens, ils vont mentionner le fait qu'ils ont une scoliose. J'en ai aucune idée. Mais voilà, ça donne vraiment les angles marketing. Et moi, ça m'est arrivé un nombre de fois incalculable d'en oublier. Et comme ça, après, je recrée un adset. Et en fait, c'est cet adset-là qui est rentable. Donc, je trouve que c'est très important. Parce que les angles marketing, c'est la base de tout. Bah oui. C'est la manière dont tu vends le produit, le texte que tu vas utiliser dans tes ads, ce que tu vas montrer dans tes vidéos, les photos sur ton site. Je parle pas des photos produits, genre les photos plus bas dans les différentes sections. Qu'est-ce que tu vas montrer? Et puis surtout, tu as les objections à l'achat. Donc, pareil, l'IA analyse tous les commentaires négatifs. On voit que la plupart des gens, voilà, ils aiment pas parce que ça prend 15 heures à recharger. Je sais pas trop ce que tu peux faire, mais au moins, tu es au courant, quoi. C'est important d'avoir un overview sur son produit, de comprendre ce qui va pas, ce qui va. Et puis, ça se trouve, tu t'as oublié de le mettre sur ton site et c'est important. Et voilà, tu peux dire aux gens. Et au niveau d'une fiche produit, tu conseilles comment structurer une fiche produit et combien d'angles marketing utiliser, par exemple, sur ta fiche produit? Sur ta fiche produit, combien d'angles marketing? Parce que, par exemple, tu fais un paragraphe, un angle marketing, un deuxième paragraphe, un autre. Comme moi, j'ai beaucoup fait sur TikTok et que les gens détestent lire, moi, le nombre de sites que j'analyse, les mecs qui font des paragraphes, c'est bien, les gars, mais
C'est vrai que les gens vont pas lire. Hein. Ça dépend du produit. Si c'est un truc méga scientifique, problème circulation sanguine, mal au dos, je sais pas trop quoi, les gens sont plus aptes à regarder en détail. C'est beaucoup d'émotionnel. Surtout si vous vendez des habits, des trucs un peu lifestyle, des décorations. Ça va pas être des angles marketing. Hein. Ça va être une vidéo méga stylée où tu te visualises avec cette lampe. Ça dépend du produit. T'as des produits, ça va être adapté de mettre des petits emojis cool à côté de son texte et de faire des textes courts avec des photos stylées. T'as d'autres audiences où ça va être plus scientifique. Pareil, là, on change le thème, on fait un truc plus carré, noir et blanc, j'en sais rien. Et maintenant, sur l'aspect créatif, donc ça serait quoi tes conseils? Mes conseils pour faire des bonnes créatives, évidemment, une vidéo en HD, un bon hook. Et franchement, j'ai déjà vu des bonnes vidéos en HD avec un bon hook, mais juste, le contenu, il est tellement nul. Et quand je regarde ce genre de vidéo et que la personne qui a fait cette vidéo arrive pas à comprendre ce qui va pas, putain, je sais pas trop quoi en penser. J'ai beau vous lister tous les bons points à avoir, j'ai vraiment l'impression qu'il faut savoir à quoi ça ressemble. Il y a des moments, il y a des détails qui m'énervent, qui font que c'est pas pro et que ça va pas vendre, et les gens arrivent pas à le voir. Et je dis pas que j'arrive à voir les trucs que les autres arrivent pas à voir, je sais pas quoi. Mais je pense que vraiment, passer quelques jours à regarder des super bonnes créatives TikTok, vous n'arrivez pas à comprendre ce que c'est une bonne créative. Voici les points qui font qu'une bonne créative, enfin une créative est une bonne créative. Et aussi, allez voir les vidéos qui marchent, les vidéos qui vendent, pour comprendre à quoi ça ressemble, quoi. Et la plupart des gens, ils vont voir sur TikTok organique. Et j'ai l'impression qu'il y a très peu de gens qui font la différence entre TikTok organique et les ads. Et les produits et les vidéos que vous voyez sur TikTok organique, c'est pas les mêmes que TikTok ads. Enfin, ok, c'est le même format, c'est la même voix à la con. Mais bon, il y a quand même beaucoup de choses qui changent. Et faut vraiment... C'est deux choses différentes. T'as les gens qui scrollent, qui regardent une vidéo, qui comprennent même pas que c'est un mec qui fait ça pour vendre son produit. Et ensuite, t'as les ads que beaucoup de gens passent. T'as le petit icône en bas qui fait chez tout le monde. Enfin, c'est pas la même chose, quoi. Ok, ouais, donc niveau créatif, ouais, moi je suis d'accord. Hein. Après, pour moi, comme tu le dis, hein, le hook, c'est le plus important. C'est ce qui fait arrêter vraiment les gens. Et faut essayer de travailler sur ça, essayer de tester différents hooks. Bah, si vous ciblez les bonnes personnes, faut juste avoir leur attention ensuite. Ouais. Et après, juste maintenant, au niveau du testing de produits, tu penses qu'il faudrait combien et aussi en combien de temps? Parce que comme tu dis, il faut se différencier, mais ça peut prendre du temps aussi de se différencier. Bah oui, c'est sûr que si tu veux faire bien les choses, si t'es un peu perfectionniste, ça prend du temps. Franchement, t'en as qui vont te dire plus vite possible, 1-2 par jour. Il y en a qui font 1-2 par jour. J'ai fait ça pendant un petit moment, très petit moment. Franchement, surtout les débutants, enfin, ils ont pas forcément beaucoup de moyens. La plupart commencent avec peu d'argent. Donc, vous pouvez pas tout de suite embaucher du monde. Si vous mettez plus d'1 semaine à faire votre site, il y a un problème. Parce que même si vous faites les choses bien, au bout d'un moment, faut pas se foutre de la gueule du monde. Non, mais, enfin, après, ça dépend. Ça se trouve, vous avez vraiment 1 heure par jour et vraiment pendant les 1 heure, vous êtes focus. Mais si vous avez 1 heure par jour, les gars, et que vous êtes en concurrence avec des dizaines d'autres milliers de personnes dans l'e-com, c'est peut-être pas fait pour vous, quoi. Dans un truc comme ça où il n'y a pas de barrière à l'entrée et tout le monde est en concurrence. Si vous, en plus, vous avez pas d'argent, pas de compétences et pas de temps, je vais pas vous démotiver, mais... Tu penses qu'il faudrait allouer combien d'heures par jour pour réussir en e-commerce? Mec, c'était vraiment en deep work, mais c'est le cas de pas beaucoup de monde, 3-4 heures. 3-4 heures. Après, mec, peut-être un week-end, tu vas prendre le week-end pour faire le site, et après, juste, tu regardes les KPI 15 minutes le soir, quoi. Et donc là, actuellement, c'est quoi tes défis actuels que tu rencontres aujourd'hui dans ta vie? Les défis que je rencontre, là, actuellement, c'est vraiment le focus, je dirais. C'est très compliqué d'être focus. Et c'est pour ça que je rentre chez ma mère. Je m'enferme dans ma chambre de 20 mètres carrés, devant mes 3 écrans, il n'y a rien à faire. Je dois prendre le bus, il n'y a pas de Uber, je peux pas vraiment sortir, quoi. Je suis enfermé là et puis je bossais, quoi. En début d'année, j'avais beaucoup envie de voyager. Je partais en Asie, je fais 7 pays, c'était marrant. On retourne au taf. Mais je pense que récemment, comme j'ai fait un peu plus d'argent, que j'ai rencontré du monde, qu'on était à Dubaï, on allait au resto, c'était fun, bah, je me remettais un peu moins en question. Mais il faut que je redescende. C'est marrant, on a rigolé. Je rentre chez ma mère, je me fous devant l'ordi. Et j'ai des objectifs dans ma vie. C'est sympa, les restos, je reviendrai, mais... Ouais. Je pense que ça défocus un peu, le fait d'être un peu partout. Ouais, bah voyager, je sais pas comment ils font les digital nomades. Ouais, les digital nomades, j'ai aucune idée comment ils font. Mais même ici à Dubaï, vraiment, moi je peux pas rester plus de 2 semaines ici. Après, je pars un peu en couille. Enfin, je commande de la junk food, j'arrive plus à bosser. Et pourquoi? Pourquoi? Bah je sais pas, parce que je peux, quoi. Je pense que c'est parce que je peux. Mais en fait, c'est pas inspirant du tout ce que je vais dire. Mais je suis très vite addict. Par exemple, j'ai jamais fumé de cigare. Je trouvais ça cool. J'en ai fumé 1 ou 2 fois à Londres avec des potes. Je sais pas ce qui m'a pris en janvier. J'ai acheté 100 € de cigares. J'ai fumé des cigares matin, midi, soir pendant 1 semaine. Et ça m'a saoulé. J'ai aucune envie de toucher à ça. Donc je deviens addict à des trucs pendant 1 semaine et après j'arrête. La junk food, ça m'est arrivé je sais pas combien de fois. Mais aussi dans le bon côté des choses. Quand j'ai développé Productly, mec, matin, midi, soir, je codais, quoi. J'étais vraiment à fond là-dessus. Je sais pas si c'est le fait que c'est à disposition ou le fait que je succombe à la facilité. J'ai l'impression que les gens qui vivent ici,
Moi, je peux pas vivre ici, je peux pas avoir 10. Je pense que les gens qui vivent ici, ils sont passés au-dessus de ça. Et ils arrivent vraiment à se focus. Chez ma mère, mec, je suis seul. Je peux que aller à la salle. J'ai 1 heure de marche pour aller à la salle. C'est bien, moi, je fais mes 10 000 pas. Il n'y a pas d'activité, il n'y a pas vraiment de resto. Enfin, s'il y a des restos, mais c'est pas marrant, quoi. Ouais. C'est plus chiant d'y aller que agréable. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans. Donc là, tu as 16 ans à 26 ans. 26 ans. Mec, tu sais que je sais pas ce que je fais. Tout à l'heure, ma maman, elle m'a dit tu veux venir en Angleterre en août? Je lui ai dit mais maman, c'est dans, je sais pas, c'est dans 4 mois, 5 mois. Je lui ai dit mais je sais même pas ce que je fais la semaine prochaine. Ok, je sais que je rentre en France. Qu'est-ce que je vais faire en France? Enfin, je compte m'enfermer, mais peut-être qu'en fait, je vais avoir ça à faire. Productif, je pense que c'est une boîte que je vais garder durant les prochaines années. Mec, il y a 2 ans, je faisais 20 cm de moins. Tout se passe vite, tout se change vite. Il y a un idéal que j'aimerais atteindre, quoi. Aucune idée, j'en serais où, et il aura sûrement changé. Et donc, c'est par rapport à ta vie de manière globale, c'est quoi tes priorités Mes priorités dans ta vie? Mais ça, c'est marrant parce que pendant un moment, je pensais savoir, je pensais que c'était vraiment l'argent. Et puis après, tu gagnes 10, 20, 30, 40 K par mois. Et d'un coup, c'est plus l'argent, quoi. Parce que, en fait, tu te rends compte que t'as pas besoin d'être millionnaire avant 20 ans. En fait, 10 K par mois, c'est déjà stylé. Enfin, moi, aujourd'hui, je dépense 10 K par mois. Je trouve que c'est un peu trop, c'est pour ça que je me calme un peu. C'est quand même bien, hein. Mais même à Dubaï, parce que on pourrait dire, ok, t'étais en Asie, les chambres d'hôtel étaient moins chères et tout. Putain, Hong Kong, c'est cher et tout. Enfin, Ok. vraiment, on a fait beaucoup de grandes villes aussi, c'était pas donné. Et Abu Dhabi, mec, le Ritz, il a 200 € par nuit. Ce que je veux dire, c'est que de manière globale, 10 000 € par mois, c'est méga cool. C'est suffisant, même à Dubaï, pour avoir un certain lifestyle. Ouais, surtout quand t'as des potes qui font aussi de l'argent. Après, vous prenez un yacht à 20, c'est pas cher. Donc, après, j'aime bien quand même faire de l'argent, c'est cool. J'aimerais quand même prendre un jet une fois dans ma vie et faire des trucs comme ça, quoi. Mais donc, qu'est-ce qui te drive alors aujourd'hui En vrai, mes projets. Je me réveille, je fais des looms pour mes employés, je regarde comment ça se passe. Hop, je dois faire une vidéo pour Jonathan, pour mettre en place l'affiliation avec politique. J'ai pas fait depuis 2 jours. Ensuite, je réponds à un mec sur Fiverr qui fait le logo de ma nouvelle plateforme. En même temps, j'ai un call avec, par exemple, un gars que j'ai eu récemment pour sponsoriser sans permission, comme on va sponsoriser sans permission le mois prochain. J'aime bien faire beaucoup de choses en même temps. J'ai l'impression que j'ai vraiment du mal je pourrais pas me lever, think productly, et il y en a beaucoup qui vont dire que c'est mal, et c'est sûrement pas ouf. Tu vois, au début, je disais que j'ai eu de la chance. C'est vrai que sur certains points, j'ai eu de la chance, mais mon temps d'attention, il est trop réduit, hein. Je sais pas si c'est à cause de TikTok, mais peut-être, hein. J'arrive pas à me focus longtemps. Mais c'est pas sur le taf, c'est vraiment genre sur une activité. Et là, le fait que, voilà, j'ai le Telegram, en même temps, j'ai mon pote qui me parle de ça, en même temps, il y a ma copine qui fait je sais pas quoi. Je sais pas, j'aime bien qu'il y a plein de trucs qui se passent en même temps, et que ça aille vite. Et j'ai l'impression que les gens, de manière générale, ils aiment ça. Quand je parle avec du monde que je n'ai pas vu depuis quelques mois, je leur dis, écoute, on a mis ça en place, marché US, truc, on a fait 50% de plus le mois dernier, il y a ça qui est en cours, en même temps, je lance ça, en même temps, il y a ça qui est en train d'être fait. Pour eux, j'ai l'impression que les gens admirent le fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps, même si c'est pas... Ouais, je sais pas trop comment ça se passe pour les gens, en fait. J'ai jamais vécu dans la vie de quelqu'un d'autre. Donc, parce qu'en vrai, je dis que c'est cool, mais je pense que j'arrive à faire avancer les choses sans passer énormément de temps. Enfin, je sais pas. Ou peut-être c'est parce que les gens taffent beaucoup moins que ce qu'ils disent. Il y a des gens, ils disent ils taffent 12 heures par jour, mais le truc, il avance à rien. Donc, je sais pas. Franchement, mec. Mais toi, tu fais quoi? Genre, t'as une to-do list, voilà, je dois faire ça, ça, ça. Pendant longtemps, c'était un peu au feeling. Je dois faire ça, et après, oh putain, je dois faire ça. Mais là, en vrai, surtout quand t'as des employés que tu dois répondre et que tu dois faire avancer tel truc et que tu dois faire un loom pour Jonathan, bah ouais, là, j'ai une to-do list. Je m'écris à moi-même sur WhatsApp ce que je dois faire. Après, je mets une petite croix quand c'est bon, rien de spécial. Mais je pense que je pourrais beaucoup améliorer ça en termes de tracking. Mais tu sais, les trucs de tracking, pendant un moment, j'étais un peu obsédé, mais en fait, ou comme le Whoop, je sais pas si t'as entendu parler du Whoop, c'est genre un peu comme l'Apple Watch, ça dit mieux que l'Apple Watch. Ça te donne ton pourcentage de récupération et tout. Et moi, je trouvais ça trop stylé. Je dis, je traque mes données. Mon nombre de pas. Je traque mon nombre de pas. Et à la fin de la journée, j'en ai rien à foutre, hein. J'ai dormi 98%. Putain. Est-ce que tu as un mot pour la fin, pour motiver cette jeunesse qui, selon certaines personnes, peut être égarée, perdue? Un mot pour la fin. Si ton problème aujourd'hui, c'est tu regardes trop de TikTok, faut changer ça. Il faut vraiment level up. Faut vouloir level up. Et c'est pas grave de se penser plus haut qu'on l'est, tu vois. Moi, quand j'avais pas d'argent, vraiment, je m'imaginais faire des dizaines de milliers d'euros par mois et comment ma vie allait être. Et je me rappelle d'une discussion que j'avais eue dans la voiture avec Ous, où je lui disais, mais en fait, au-dessus de 10 000 € par mois, t'as plus rien, non? Et j'avais jamais payé un resto. J'ai beaucoup improvisé pendant un moment, où genre, par exemple, Oussama, à cette époque-là, il m'avait dit que il venait d'acheter son penthouse. Et puis moi, après, j'ai donné ça dans d'autres discussions avec d'autres personnes et je faisais genre, j'étais proche de Yomi et je connaissais un peu sa vie et tout, alors que pas du tout. Du coup, ça m'a permis de monter un peu et de finalement devenir ce que je prétendais être. Ça change ta personnalité, en vrai. Genre, je pense que, par exemple, l'ONLV.
C'est un gars qui fait du développement personnel sur YouTube que je connais un peu. Et en gros, lui, quand il a commencé sa chaîne YouTube, il était pas discipliné. Tout ce qu'il disait, en fait, il l'était pas vraiment. Mais tu vois, il essayait de donner des conseils sur ça parce qu'il était quand même passionné par ça. Et au fur et à mesure, il l'est vraiment devenu. Ok. Donc bon, je vais pas dire fake it until you make it. Vous en faites ce que vous voulez. Non, mais c'est un bon conseil. Bon les amis, j'espère que ce podcast vous a plu. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à Joe Ecom, la meilleure chaîne YouTube sur l'e-commerce en France. Évidemment, on a mis le lien de produit dans la description. N'oubliez pas de travailler très dur pour atteindre vos objectifs. Et n'oubliez pas que le travail paye toujours.